Bonjour, bonjour. Merci d'être là en grand nombre cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, mon nom est Farid Mer et avec mon accent, vous aurez compris que je ne suis pas de Lille. Donc, je suis un consultant en technologie numérique. Pour ceux qui ne voient pas l'adresse et qui voudraient ne pas prendre de notes durant ma présentation, vous allez à bit.ly, il y a un cours qui s'appelle bit.ly, L-Y, FMCS 001. Donc, bit.ly FMCS 001. Ça va vous permettre de télécharger la présentation par la suite. Donc, je suis un consultant en technologie numérique. Je travaille avec des marchands, avec des distributeurs pour les aider à élaborer leur stratégie numérique, à savoir comment implanter du commerce électronique, comment implanter le cloud, le marketing automation, de plus en plus l'intelligence artificielle, le blockchain. Et ce qui se passe, voilà. Ce qui se passe souvent, c'est que en travaillant avec les équipes marketing des différentes organisations, on nous arrive toujours avec l'idée que le magasin doit se transformer. Le magasin était mort il y a 2 ans. Maintenant, il n'est pas mort, il doit se transformer, il doit devenir une expérience. Je vous ai amené quelques exemples ici qui sont chez nous. Donc, Decathlon, une firme française qui est venue s'établir à Brossard, qui fait un gros succès avec des murs d'escalade dans le magasin, tout ça. Donc, c'est une expérience. On va essayer des choses dans le magasin. Frank Oak, qui est une boutique en ligne de Montréal, qui a créé une boutique dans laquelle on retrouve un café, un coiffeur. Moi, j'y vais jamais parce que j'ai pas besoin, mais ceux qui ont des cheveux, il paraît que c'est pratique. Puis en même temps, on essaie des vêtements, puis très convivial. Et à droite, le West Edmonton Mall, Edmonton qui est une ville au Canada, où pour attirer des gens dans le centre d'achat, on va installer, bien, vous voyez, une genre de foire. Donc, c'est un peu le Apple, quand ils ont lancé leur magasin, qui, pour moi, représente le meilleur exemple de ce qu'un magasin devrait considérer dans le futur. Tous les magasins Apple sont faits de la même manière. Premièrement, il n'y a pas d'inventaire, on ne voit rien, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de rangée avec des produits à acheter. Il y a des tables en rentrant avec un showroom pour voir les produits, pour les essayer. Au milieu, on peut avoir du conseil. Et en arrière, on peut avoir du service. Et je pense que ce modèle-là où tout l'inventaire du magasin est complètement caché à l'arrière et complètement en ligne sur le site Internet va devenir la norme. Donc, voilà. Et donc, c'est ce que les Américains appellent le experiential retail ou le retailtainment. Donc, tous des beaux concepts marketing qui disent qu'il faut avoir de l'interactivité, de l'originalité, de la personnalité. En fait, tous des beaux concepts. Et moi, je suis un technologue et quand je regarde une entreprise, je la vois comme ça. Alors, je la vois avec un paquet de technologies, que ce soit la caisse enregistreuse de POS, le paiement, le service à la clientèle, les caméras, de l'inventaire, du e-commerce, du marketing, des bases de données. Et là, la question qu'on me pose à moi, c'est si je veux faire ça, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avec ça, considérant le fait que j'ai plein de technologies que je ne connaissais pas hier et qui arrivent sur le portrait, comment est-ce que je dois, quelle technologie je dois implanter, comment je dois les implanter, quel sera l'impact de transformer les magasins, de transformer l'expérience en magasin. C'est un peu ce que je veux vous entretenir aujourd'hui. Et j'ai séparé ma présentation en 3 morceaux, des choses à faire tout de suite, donc des choses qui sont éprouvées, qui fonctionnent bien, des choses à piloter, puis des choses à surveiller. Donc, à faire tout de suite, bien évidemment, c'est le commerce électronique. Là, on a un problème. Si vous regardez sur l'écran au centre ici, alors j'ai pris 2 exemples qui sont de chez nous, Shopify et Lightspeed. Shopify, c'est une compagnie qui offre des solutions de commerce électronique, mais qui commence à offrir des solutions de POS. Et Lightspeed, qui offrait des solutions de POS, mais qui maintenant offre des solutions de commerce électronique. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le commerce électronique et le commerce physique
sont en train de s'imbriquer. On parle de commerce, on ne parle plus d'e-commerce. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a un impact sur tous les systèmes en entreprise, commerce électronique, POM, la gestion des produits, la gestion de l'inventaire, la gestion des commandes, qui doit être complètement intégrée entre ce qui se passe sur l'Internet et ce qui se passe dans le magasin. Et malheureusement, bien, ça crée plein d'enjeux d'intégration. Et c'est ce qui est la plus grande problématique maintenant. Ce n'est pas d'avoir une technologie pour faire du commerce électronique, c'est d'être capable de l'intégrer avec nos systèmes internes. Quand on pense au commerce électronique, on est en train de transformer complètement l'expérience du client en offrant des choses comme des boîtes mensuelles. Encore là, je prends l'exemple de Frank & Oak, qui permet aux millennials, mes enfants, de s'abonner. Ils vont recevoir à chaque mois une boîte avec des produits qui leur correspondent, etc., etc. Mais tout ça, pour être capable de faire ça, bien, il faut intégrer le programme de fidélité, il faut intégrer les bases de données dans l'entreprise, il faut être capable de faire de l'analytique comme il faut, et ce n'est pas nécessairement une qualité des marchands ou des détaillants aujourd'hui que de faire ça. Et ça crée plein de problèmes au niveau des retours, du service à la clientèle. Il faut être prêt pour être capable d'intégrer ces choses-là quand on déploie le genre d'expérience d'approvisionnement ou de réapprovisionnement automatique de nos clients. Ça, je pense que ça ne surprendra personne. On parle d'omnicanal. Omnicanal, c'est quoi? C'est on démarre une expérience sur le web, puis on la termine sur le mobile, ou on la termine dans le magasin, ou vice-versa. Et donc, comme il y a cette multiplicité de canaux, bien, on est obligé au niveau de nos systèmes, que ce soit nos systèmes de commerce électronique ou nos systèmes en back-office de ERP, PIM, marketing et les autres, encore une fois, de les intégrer. Mais le plus gros problème, c'est qu'en magasin, souvent, le service à la clientèle n'a pas accès à cette mixité des canaux et donc doivent aller sur 2, 3, 4, 5 systèmes différents pour voir où se trouve la commande et où se trouvent les choses. Alors, l'essentiel, c'est de faire ce genre d'intégration omnicanal, mais de penser tout de suite, dès le départ, au retour au service à la clientèle pour s'assurer que nos employés aient bien toutes les informations, tous les systèmes dont ils ont besoin. Ça ne vous surprendra pas. On intègre plein de technologies en magasin, des caméras, des senseurs, des beacons pour être capable d'offrir des services d'orientation en magasin, de cartographie à l'intérieur du magasin, de suivi des clients pour être capable de faire de l'analytique et de trouver où sont les zones chaudes et les zones froides. Et en bas, ce qu'on ne voit pas, c'est les étiquettes électroniques, c'est le repérage des produits, c'est le RFID. Parfait, ça, c'est toutes des bonnes technologies. Mais il ne faut pas oublier que de faire ça va soulever une série d'enjeux quand va venir le temps de sécuriser les données, parce que là, on va se mettre à capturer plein d'informations. Et si on ne fait pas attention, on se retrouve avec de l'information privée, confidentielle, parfois même des images. Et là, ça nous amène dans une complexité qui est beaucoup plus grande que celle avec laquelle on est habitué de travailler. Deuxième élément à considérer là-dedans aussi, il ne faut pas oublier que ça va générer une quantité immense de données. Et souvent, dans nos magasins, les systèmes qui sont en place, ne serait-ce que le Wi-Fi, il faut qu'ils soient provisionnés d'une manière à pouvoir supporter ce genre de taille de données ou de dimension de fichiers. Une autre expérience qu'on essaye de donner et qui de plus en plus est présente dans les plans marketing, c'est d'être capable d'aller chercher les clients à l'extérieur du magasin. On parle ici de l'exemple de Nordstrom qui intègre les beacons en magasin et on appelle en anglais le geofencing. Alors, à partir du moment où le client, avec son appareil mobile, arrive dans une zone déjà définie près du magasin, bien, on reçoit des notifications avec des promotions, avec des produits en spécial, plein d'autres informations du même titre. Évidemment, ça nous amène à des enjeux en Europe de RGPD, GDPR en anglais, vie privée et surcharge d'informations. Donc, il faut faire attention de ne pas inonder les clients
avec ce genre de notification-là. Sinon, on peut se retrouver rapidement à se faire rayer de la carte. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train d'être déployé et qui doit être considéré de départ. On parlait ici de l'omnicanal. On veut être capable de suivre le parcours du client. Avant, on le faisait assez simplement en ligne, entre le site web, entre le Google, le site de commerce, le email. On est capable à peu près de suivre le parcours du client. Aujourd'hui, les attentes sont qu'on va être capable de le suivre dans le magasin aussi. Donc, la consolidation de toutes les données qu'on va récupérer dans les différents canaux, dans les différents environnements du magasin ou en ligne, il devient essentiel de pouvoir briser les silos, mettre cette information-là dans des bases de données qui sont accessibles de tous. Et ce n'est pas nécessairement évident à faire dans un environnement corporatif où différents systèmes et évidemment stockent leurs propres données. Donc, à considérer fortement la consolidation de vos données quand vous faites ce genre de choses-là. On repense la caisse, donc on commence à donner au client les moyens de pouvoir lui-même scanner ses produits. Ça fait longtemps, je pense qu'en Europe, vous avez ce qu'on appelle le self-scan ou les petits équipements pour scanner des codes de produits à l'entrée. Il y a évidemment le self-checkout, donc les caisses qui sont autonomes à la sortie. Et là, j'ai découvert à Paris, il y a un mois, Neos, qui est une entreprise française, qui fait dans un appareil mobile un outil permettant de scanner ses produits et de sortir du magasin sans avoir besoin de passer à la caisse. Donc, c'est magnifique. Il faut juste penser à la fraude. Il faut juste penser à la sécurité quand on va faire ce genre de déploiement-là. Et Amazon est arrivé avec une innovation il y a environ 1 an de cela. Elle est en train de déployer des magasins aux États-Unis qui s'appellent Amazon Go, dans lequel il n'y a plus de caisse. Et je pense que c'est la tendance forte dans ce domaine-là, plutôt que de demander aux clients de faire un travail qu'on faisait dans le passé, c'est-à-dire faire la caisse, on élimine la caisse. Et à ce moment-là, on permet aux clients de simplement prendre les produits, quitter le magasin et avec une série de caméras et de détecteurs, on est capable d'automatiquement de facturer le client sur sa carte de crédit, évidemment, Amazon. Mais ce que je montre à droite ici, c'est AI Checkout, un start-up à Silicon Valley qui est en train de faire exactement la même chose et qui devrait, dans les prochaines années, offrir ses produits. Donc, important de penser à non pas donner la technologie au client, mais essayer de l'effacer complètement. Instacart, compagnie américaine qui assemble des produits pour des marchands. Donc, pensez à Intermarché. Vous faites votre commande en ligne et au lieu que ce soit un employé d'Intermarché qui ramasse vos items, ce sont des employés d'Instacart. Bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté plus de 3 millions de commandes. Ils ont rendu cette information-là disponible. Ils en ont fait l'analyse par un moteur d'intelligence artificielle qu'ils ont aussi rendu disponible sur Internet. Alors, il y a un paquet de nouvelles technologies qui permettent de récolter ces données et de les étudier pour se rendre compte de choses comme ça. C'est-à-dire que les gens qui commandent le matin ont tendance à commander des choses qui sont relativement bonnes pour la santé. Et l'après-midi, ben, en gros, c'est de la crème glacée. Je vous vends le punch, là. C'est ça que ça dit. Mais le point, c'est autant la technologie que les données vont être accessibles par les marchands. Et c'est important de commencer à donner à vos équipes l'expertise technique pour être capable, à minima, de collecter les données et de les exploiter correctement. On est rendu où? Ah oui, bon. On pense beaucoup aux téléphones mobiles, aux applications mobiles pour les clients. On parlait de Neos tout à l'heure. Il y a une compagnie canadienne qui s'appelle Kinetic Commerce qui fait une série d'outils pour les associés, pour les vendeurs en magasin. Et donc, pour leur donner de l'information, pour leur permettre d'avoir une meilleure expérience avec le client, pour être capable de conserver la relation client plus longtemps, c'est quelque chose qui
commencent à arriver sur le marché et qui, c'est l'exemple que je voulais vous présenter cet après-midi. J'en ai parlé un peu ce matin pour ceux qui étaient au panel. La compagnie Aldo qui vend des chaussures. Ils ont 600 magasins, ils ont déployé la tablette avec l'application chez leurs vendeurs et ils ont eu une expérience absolument époustouflante. Ça a été un succès instantané parce que ça a complètement changé la relation que le vendeur avait avec le client. Alors, plutôt que de dire je veux avoir une paire de souliers bleus 42 et que le vendeur s'en aille en arrière, on le perd pendant 5 minutes, il revient, bon, on a perdu la relation. Là, il est capable de vérifier sur la tablette la disponibilité du produit et en arrière, il y a des runners, donc des employés qui vont aller chercher le produit, qui vont l'amener à l'avant. Donc, le vendeur va garder la relation. Ça, c'était l'objectif primaire chez Aldo. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que en utilisant cet outil-là, ils avaient accès à de l'information à laquelle ils n'avaient pas accès dans le passé. C'est-à-dire, ils savaient dans le passé ce que les clients achetaient, mais ils ne savaient pas ce que les clients voulaient avoir en rentrant dans le magasin. Et à partir du moment où le vendeur est capable de prendre mon intention, je veux des souliers bleus 42, et qu'on arrive en bout de ligne et qu'on dit, ben on n'a pas de 42, je vais vous la livrer sur le web, ou carrément, j'aime pas les souliers bleus, je en veux des noirs. Cette information-là de l'intention du client, c'est quelque chose auquel ils n'avaient jamais eu accès dans le passé. Et en faisant l'analyse des données et en allant mettre de l'intelligence artificielle là-dedans, ils ont été capables d'augmenter leurs ventes, leur profitabilité et même de changer la manière avec laquelle ils vont faire le design de leurs produits parce que maintenant, ils savent ce que les gens demandent quand ils rentrent en magasin et pas seulement ce qu'ils achètent. Ce qu'ils achètent. À piloter rapidement, je ne sais pas si le generative design, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose chez vous, mais l'idée, c'est de laisser un outil informatique passer au travers de centaines de milliers d'options différentes du design d'un produit. Ici, c'est un drone qui a été conçu dans une compagnie américaine avec l'aide d'un outil qui s'appelle AutoCAD. Évidemment, pour un marchand, l'idée, ce n'est pas de faire un drone, mais quand on est un marchand et qu'on veut faire du pricing dynamique, donc de changer nos prix dynamiquement en fonction du moment de la journée, ou quand on veut explorer différents modèles de prix en fonction de notre clientèle, donc d'aller explorer un champ d'opportunités de design ou de possibilités, l'intelligence artificielle commence à nous permettre d'explorer, donc d'augmenter ce que vos employés peuvent faire et d'arriver avec des concepts comme celui-là, des concepts complètement farfelus qui n'auraient jamais été développés par les employés parce que beaucoup trop demandants, mais qui des fois ont des performances absolument exceptionnelles. Dans ce cas-là, je pense qu'ils ont été capables de développer un drone qui était 2 fois plus résistant en étant 20% plus léger, quelque chose comme ça. Donc, si on y pense dans un concept de design, c'est bon, mais dans le concept de l'approvisionnement ou de l'exploration des différentes opportunités qu'on a chez un marchand, c'est quelque chose définitivement qui est à considérer. De plus en plus, on va commencer à avoir des objets connectés, des miroirs intelligents, des cabines d'essayage dans lesquelles on va intégrer des écrans interactifs. C'est beau, c'est bien, c'est encore à l'état de prototype, mais l'impact de ces choses-là en termes de vie privée, en termes d'infrastructure, en termes de maintenance. On va se mettre à équiper des endroits qui, dans le passé, étaient une boîte avec un rideau, avec des équipements électroniques qu'il va falloir maintenir, qu'il va falloir s'assurer du bon fonctionnement. Et il va falloir s'assurer d'avoir le contenu qui va sur ces écrans ou sur ces miroirs qui correspond et qui est personnalisé au client. Donc, là, de notre côté, d'un point de vue informatique, c'est de mettre en commun une série d'outils qui n'étaient pas nécessairement conçus pour faire ce genre d'application.
autre exemple, évidemment, d'éléments connectés. Ça, j'ai essayé ça au Paris Retail Week, donc ça m'a tout de suite dit que j'avais des cernes et des poches et des choses comme ça. C'est pas très élégant, mais de penser que l'affichage en magasin ne sera plus seulement un médium pour présenter de la publicité ou pour présenter de l'information, mais il va être une manière d'avoir une interaction avec nos clients, va nous amener à penser nécessairement à des enjeux de vie privée ou d'omnicanal pour être capable de faire que quand je passe là-dessus et que je vois un produit qui me permettrait de réduire les cernes, que je sois tout de suite capable de le commander et à la limite de me le faire livrer à la maison si je suis dans un pop-up store ou dans un magasin virtuel ou un magasin éphémère. On court. Essence, qui est une boutique en ligne canadienne, qui a ouvert un magasin à Montréal qui, je pense, représente une certaine tendance pour les magasins, qui est d'offrir une expérience complètement unique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit en inventaire dans le magasin. Quand on veut se présenter, on va sur l'Internet, on magasine sur l'Internet et notre panier est déposé la veille de notre visite. On prend un rendez-vous donc pour le lendemain. Et donc, les produits sont envoyés au magasin. Et le magasin, c'est en fait 38 cabines d'essayage avec un employé qui va passer 30-45 minutes avec nous pour nous conseiller sur l'agencement, pour nous conseiller sur ce qui est mieux pour nous. Et donc, le magasin lui-même devient un endroit où obtenir une expérience et non plus un mini-entrepôt. Toute la technologie qui est derrière ce magasin-là est complètement cachée. On ne voit aucun écran, aucun ascenseur, aucune caisse, aucun rien. Tout est caché derrière, tout est en ligne. Et donc, ça a demandé de repenser le design du magasin, ça a demandé de reprendre avec les architectes, de repenser la manière avec laquelle on veut organiser l'espace d'un magasin pour un détaillant, pour un marchand qui, au départ, était un marchand online, donc un marchand en ligne seulement, qui a décidé d'ouvrir une boutique pour créer l'expérience, pour donner un point, non pas dans lequel on est capable de venir s'approvisionner avec du matériel, mais avec lequel on est capable d'avoir une expérience avec la marque. Les fermes Loufa, qui est un concept quand même assez innovateur à Montréal, donc des fermes urbaines sur le toit des édifices, là, comme vous voyez là-bas. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui, au départ, avait développé un réseau de points de collecte. Et rapidement, ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où ils avaient des clients et des points de collecte, il y avait d'autres producteurs qui voulaient utiliser ces points de collecte-là pour aussi aller livrer leurs produits qui n'étaient pas nécessairement produits chez Loufa Farm dans les fermes urbaines. Et donc, cette entreprise-là est obligée de transformer ses systèmes pour devenir un agrégateur, pour devenir une place de marché, pour permettre à d'autres fournisseurs d'utiliser l'infrastructure qu'ils avaient mise en place. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, où les gens qui ont des magasins, les gens qui ont de l'infrastructure de livraison, de logistique de livraison, vont se mettre à le mutualiser avec des gens qui sont trop petits ou qui n'ont pas nécessairement accès à la logistique qui est nécessaire ou au volume qui est nécessaire pour développer ces choses-là. Mais ce n'était pas le but initial de Loufa Farm. Loufa Farm, au départ, c'était des fermes urbaines. Évidemment, la logistique de livraison, c'est un grand problème chez nous. On est grand pays. Ça coûte très cher de faire livrer des produits en commerce. Il y a plein de modèles différents qui sont en train d'être explorés, dont un que j'aime beaucoup, qui est Carriole, qui est un start-up français qui fait une genre de brouette autoportante électrique. Donc, c'est un genre de chariot qui est capable de se déplacer avec des moteurs électriques très simplement, qu'on peut accrocher derrière une bicyclette. Pour la livraison urbaine, pour la livraison de proximité, c'est quelque chose d'hyper important.
Euh, mais quand moi, je parle à des clients comme Métro, qui sont des détaillants alimentaires, leur problématique, c'est qu'ils n'ont jamais eu besoin de faire la livraison. Et donc, ils recherchent ce genre de solution-là. Et leurs systèmes informatiques ne sont pas du tout conçus pour être capables de penser même à faire de la livraison. Alors, l'arrimage entre ces différents systèmes-là, bien qu'on veuille offrir l'expérience, bien qu'on veuille être capable de livrer des produits frais en dedans d'une heure ou 2 heures ou une journée, ça impose toute une série de problématiques en informatique qu'il faut adresser, pour lesquelles on n'a pas nécessairement les bonnes réponses encore aujourd'hui. Finalement, à surveiller des technos un petit peu plus futuristes. Je ne sais pas si vous avez vu le robot. C'est déjà déployé, ces robots-là, chez Walmart, dans une 50aine de magasins aux États-Unis. Ça fait quoi? Ça se promène dans les allées, ça scanne les allées, ça scanne les étagères et ça identifie les produits pour identifier les produits qui sont manquants et donc pour faire du réapprovisionnement. Et ça compare le produit qui est sur l'étagère avec l'étiquette qui est là pour s'assurer que le produit est à la bonne place. Et ça s'assure que le prix qui est affiché sur l'étiquette est le bon, parce qu'il y a toute une série de réglementations aux États-Unis. Si l'affichage n'est pas correct, on a des amendes et autres. Copius, qui est un start-up français, fait la même chose. C'est le genre de robot qui était en démonstration récemment. Même genre de choses. Donc, on va se retrouver à avoir un paquet de ces robots, de ces machines qui vont se déplacer dans les magasins pour faire du travail qui, autrefois, était fait par les humains ou carrément pas fait et qui exposait la bannière à des amendes ou à des pertes de revenus. C'est encore pas mal la science-fiction, mais ça s'en vient rapidement. Autre genre de robots qui sont en train d'être déployés en magasin, celui-là à gauche, JD.com, c'est en Chine, dans leur magasin qui s'appelle Seven Fresh, dans lequel ils ont ce genre de panier-là. Et le panier vous reconnaît avec une caméra et vous suit dans le magasin. Donc, plus besoin de pousser le panier vous suit. C'est un peu Star Wars. Et Foldimate, ça, c'est quand ça sort, j'en veux un. Pas pour moi, pour mon fils. Ça plie les chandails, les chemises tout seul, alors on les met là-dedans. Donc, pensez à un magasin qui, par exemple, de Gap ou Zara ou peu importe, dans lequel on paie des vendeurs pour plier du linge à longueur de journée. Bien, peut-être que viendra un temps dans quelques années où ça n'existera plus. Foldimate, c'était en démo au CES en janvier et ils prévoient lancer leur machine cette année en 2019. Finalement, l'impression 3D, puis je vais vous laisser là-dessus, ça va tout transformer. Ça peut changer les magasins pour en faire des points non seulement de distribution, mais carrément de production. Et quand on amène des imprimantes 3D dans un magasin, la relation qu'on a avec le client change complètement. C'est que notre relation avec le client va devenir une relation de personnalisation, de comprendre pour pouvoir effectivement sortir des sneakers qui sont complètement personnalisés. Mais ça implique que les systèmes informatiques qui supportent la vente doivent être complètement revus parce qu'ils n'incluent aucun de ces éléments-là pour être capable de supporter la personnalisation, etc. Donc, en conclusion, si le experiential retail, c'est de l'interactivité, de l'originalité, de la personnalité, de la surprise, de l'uniformité, qui sont des concepts qui font plein de sens, qui sont mis de l'avant par les équipes marketing, mais il faut toujours s'assurer d'amener autour de la table quelqu'un dans l'entreprise qui va penser aux technologies, aux processus et aux changements humains autour de l'omnicanal, de la personnalisation des données, de l'analytique, enfin de tous les éléments dont je vous ai parlé dans la dernière demi-heure. Voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous. Merci.